Donc, bonjour à tous. Je me présente Valérie Daigneault, directrice du secrétariat de la grappe audiovisuelle du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Le BCTQ est très fier de collaborer cette année avec le Conseil québécois des événements éco-responsables dans le cadre de cette édition des Viva 2020 pour célébrer 2 productions qui ont su mettre de l'avant des pratiques vertes sur leur plateau. Notre première panéliste est la réalisatrice du film La déesse des mouches à feu, Madame Anaïs Barbeau-Lavalette. Bonjour. Cette production québécoise, bonjour, qui a connu un excellent départ lors de sa sortie à la Berlinale, puis en salle au Québec, a travaillé à appliquer des pratiques complètement éco-responsables à l'ensemble de la production. Tous les départements se sont mobilisés et ont démontré un effort appliqué tout au long du tournage. L'empreinte écologique était sur les lèvres de tous ceux et celles qui ont travaillé. Notre deuxième panéliste est Mme Sandrine Gros-Daillon, productrice exécutive de Double Type. Bonjour. Bonjour. Qui a su mettre en place un ensemble de mesures éco-responsables sur son plateau. Costumes, décors, transport, chaque département s'est rallié à la cause environnementale. La série Double Type fait partie du programme de production durable lancé en 2009 par NBC Universal. Créée par la chaîne Freeform, elle en est à sa 4e saison en tournage au Québec. Finalement, notre modérateur d'aujourd'hui sera M. Andrew Robinson, directeur stratégie de durabilité et engagement chez GreenSpark Group. Bonjour, Andrew. Bonjour. GreenSpark Group est une société de conseil en développement durable qui vise à changer les pratiques de production télévisuelle et cinématographique. Elle travaille sur les plateaux de tournage, les studios et les organisations liées à l'industrie pour obtenir des impacts positifs et des économies de coûts. Leur vision est simple et audacieuse, changer le climat du divertissement. Je tiens sincèrement à remercier Caroline Voyer du CQEER ainsi que toute son équipe pour nous permettre aujourd'hui de saluer ces productions dans le cadre de ce webinaire. Merci également à nos intervenants d'aujourd'hui pour leur vision et leur engagement à vouloir faire une différence. Aussi, je me permets un petit point technique avant de commencer. À la fin, on va avoir une séance de questions. Donc, vous remarquerez à la droite de votre écran un onglet intitulé « Questions ». Je vous invite à l'utiliser pour participer en temps venu. Sur ce, je laisse la parole à M. Andrew Robinson. Bon webinaire. Merci beaucoup, Valérie. Ça me fait plaisir d'être ici parmi vous et de pouvoir discuter à ce sujet qui prend de plus en plus d'ampleur et d'importance au sein de notre industrie. Merci aussi à Anaïs et Sandrine de venir partager avec nous votre expérience pertinente et personnelle à ce sujet. Peut-être avant de commencer, dire un peu plus tant qu'à moi, je travaille, comme Valérie a dit, à GreenSpark Group à Vancouver, mais nos clients se retrouvent un peu partout en Amérique du Nord. On travaille avec les productions et les plateaux de tournage tels que la série X-Files, Succession pour HBO et The Man in High Castle pour Amazon, mais on offre aussi des programmes d'éducation et de formation pour les personnes dans le secteur audiovisuel par l'entremise de notre site web et des cours spécialisés par l'entremise des bureaux de cinéma. Finalement, on travaille aussi avec les studios et les maisons de production au niveau corporatif pour les aider à développer des stratégies éco-responsables qui permettent à soutenir les productions individuelles qui font des efforts à cet égard. La raison qu'on travaille là-dedans, c'est que nous, on trouve que c'est important parce que le changement climatique est une réalité que nous vivons avec. C'est plus un concept potentiel qui risque de se matérialiser un jour. C'est ici aujourd'hui. Et pour minimiser l'impact du changement climatique et de la pollution, on sait que chaque personne et chaque industrie doit contribuer aux solutions et transformer leurs pratiques tant que la nôtre. C'est un effort collectif et on a tous un rôle à jouer. Et je crois que la discussion aujourd'hui mettra un peu ça en évidence. Alors, sur ça, je tourne vers Anaïs et Sandrine. Peut-être Anaïs, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire d'où est partie l'envie de rendre la production de La déesse des mouches à feu éco-responsable? Ben oui, en fait, c'est assez simple. C'est un désir très personnel. Au départ, j'ai réellement vécu une profonde remise en question sur la pertinence de mon métier, carrément. J'ai 3 enfants, en fait, parce que ça part de là, je vais quand même le dire. Puis le fait qu'ils commencent vraiment à entrer dans l'univers des grands, ils décodent les grands titres des journaux.
Il me pose beaucoup de questions sur ce qu'on fait par rapport à ce qui se passe à travers le monde, sur la catastrophe climatique, puis je n'ai pas toujours les réponses. Puis surtout, je me rends compte que je ne suis plus capable de leur assurer que je vais être capable de les protéger, tu sais, ce qui est comme ce qu'on aimerait pouvoir toujours faire, leur assurer qu'on va s'occuper de leur futur, puis qu'on est là pour en prendre soin. Mais là, je me sentais plus outillée pour pouvoir les rassurer. Puis j'avais l'impression que de continuer à exercer mon métier dans ce contexte mondial-là était superficiel. Donc, il y a vraiment, c'est une remise en question assez profonde parce que c'est ça que je sais faire, moi. C'est écrire des livres et faire des films, c'est ça que je fais dans la vie. Donc, à partir du moment où ça a été branlé, ce qui me reste comme réponse, c'est adapter mon métier à mes convictions. Puis, c'est vraiment ça qui s'est passé, en fait, quand La déesse des mouches à feu a été financée, donc mon dernier long-métrage. Je suis allée voir Luc Vandal, le producteur de la coop vidéo, puis je lui ai dit, moi, en ce moment, je suis mal à l'aise avec l'idée de faire un film de la façon dont on le fait habituellement. Si on embarque, va falloir changer la façon de faire, mais le faire pour vrai. Pas un petit effort comme on a déjà vu, pas juste avoir des gourdes. Là. On s'entend, on essaie d'avoir une réflexion plus globale. Puis c'est ça vraiment qui a... Donc, c'était une remise en question profonde sur la valeur de mon métier à l'époque actuelle qui a conduit vers ce désir profond parce que j'ai senti qu'il fallait que ce soit moi qui le drive, puis que ce soit une obligation que je posais au départ, presque comme une condition. Si je fais ce film-là, je le fais comme ça ou je le fais pas, tu sais. Ah, super. Donc, c'est un vrai engagement personnel. Et on a discuté avec le producteur et ensuite, c'est embarquer et engager le reste de l'équipe envers cette vision. Ah ben là, après, il y a une autre longue histoire qui continue, mais je ne vais pas monopoliser l'élan, mais oui, je peux poursuivre sur l'histoire par la suite. Vas-y, moi je suis fascinée. C'est vrai. En fait, donc, si on veut parler de l'effet domino, effectivement, donc de cette impulsion-là, lui, d'abord, a accueilli ça avec beaucoup de générosité. Ça l'a, je pense, un peu ébranlé, évidemment, au départ, parce que on s'est rendu compte rapidement qu'on n'avait pas d'assises, pas de référence, pas de modèle réel. Il y avait des petits morceaux qui existaient partout, mais rien d'assez inspirant rapidement. On était presque en pré-production déjà. Donc, il fallait, quelque part, on sentait qu'il fallait tout inventer. Donc, c'était quand même une charge additionnelle à celle qui est déjà celle de faire un film. On le sait, là, quand on en fait, on a un gun sur la table, il faut avancer vite, il ne faut pas que ça coûte trop cher. Oui. Donc, on rentrait là. Mais là, à partir du moment où la réalisation et la production sont de connivence, il y a quand même une bonne charge du bateau. Mais après ça, il ne faut pas que tu sentes que c'est juste pour ton propre plaisir ou que c'est un caprice ou que c'est un luxe. Fait qu'à partir de ce moment-là, effectivement, ce qui devient vraiment important, mais c'est beau parce que ça fait aussi partie du métier de réalisation, je pense, c'est de communiquer la profondeur de cette volonté-là au reste de l'équipe. Puis ça se fait évidemment en amont. C'est-à-dire que dès les premières rencontres avec les chefs de département, donc autant au décor, au costume, à la cantine, à la régie, autour de la table, oui, j'ai parlé du cœur de ce film-là, puis pourquoi c'est important pour moi de raconter cette histoire-là, mais c'était aussi important, puis j'en ai parlé avec autant de cœur, du désir de faire un plateau vert, un plateau éco-responsable. Puis évidemment, au début, j'avais la crainte de dire « Oh mon Dieu, une autre affaire en plus. Déjà que c'est dur de faire un film, on embarque avec un poids en plus ou une charge en plus ou une nécessité de réflexion supplémentaire. » Mais en fait, je pense que la clé, le pourquoi ça s'est bien passé, c'est vraiment à ce moment-là, c'est-à-dire que si tu partages la nécessité profonde, puis d'où est-ce qu'elle part, où est cette volonté-là, à tes chefs de département, après, ça devient vraiment comme... ça se répand, c'est que ça doit dépasser tes propres volontés, en fait. C'est ça qui se passe. Merci, Maurice. Puis on va en revenir un peu plus tard aussi à cet élément clé, à mon avis, de la communication. Mais avant d'y aller, j'aimerais bien retourner vers Sandrine et demander, Sandrine, pour le Bold Type, quel était le moteur qui a déclenché
cette motivation? En fait, ça rejoint pas mal ce que dit Anaïs. Il faut que les gens le veuillent. Moi, je le voulais. Mon équipe de production le voulait aussi. On cherchait tous à faire mieux. Le Bold Type, j'y suis retournée après un long congé de maternité. Et ça m'a aussi, pour pas rentrer dans les clichés, un peu changé la perspective sur le monde et ce qui est important, ce qui est pas important. L'avantage du Bold Type, c'est que c'est une histoire sur 3 jeunes femmes à New York qui sont des millennials et ça fait aussi partie de leur conversation. Donc, que ça soit à l'écran ou que ça soit en production à l'arrière de la caméra, c'était plus facile d'avoir ce genre de conversation et on les a eu très très tôt. Et Universal a un super département de sustainability, d'éco-responsabilité qui ont déjà des mesures en place qu'ils nous suggèrent. Donc, on avait déjà des guides, ce qui était intéressant. Certaines choses on pouvait faire, certaines choses on a eu un petit peu plus de mal à faire parce qu'on n'est pas à Los Angeles, parce qu'on est parfois à Montréal, on a moins accès à certaines choses, mais ça nous a donné un peu un guide. Et on a pu, dès le début, quand on a ouvert nos bureaux de production, un peu changer la mentalité. Et en fait, le faire de mieux en mieux à chaque saison. Parce qu'à chaque fois qu'on recommence, c'est comme, on recommence à partir de zéro, même si on a déjà des choses en place. Et donc, voilà. Et puis, pour rejoindre ce que disait Anaïs, les chefs de département aident beaucoup là-dedans aussi. La majorité sont conscients de l'impact de leurs gestes et veulent contribuer en fait à l'amélioration des responsabilités éco. Bon, c'est bon. Donc, on a 2 exemples. Anaïs qui a fait ça un peu plus de façon indépendante et Sandrine ça a été demandé par votre production, mais lorsque vous avez engagé NBC Universal, eux autres, ils avaient de quoi pour soutenir cette transition, ce désir. Oui. C'est bien. Et on sait que donc, une fois que cette décision a été prise, la clé de succès, c'est vraiment de planifier dès le début des démarches éco-responsables et avoir des objectifs clairs. Alors, concrètement, par où est-ce qu'on commence au niveau de la production? Quelle est la première étape? Peut-être Sandrine? En fait, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, c'est la communication, c'est dire voici ce qu'on veut faire. Ça rejoint ce qu'Anaïs disait dans un meeting de production, dire on va faire ça, mais aussi ça, c'est très important. Donc, on ne perd pas ça, on perd pas la réduction des déchets, on ne perd pas ça à l'esprit. On garde ça à l'esprit pour que ça soit frais et c'est continuer à en parler constamment. Ça peut être quelque chose aussi simple que de mettre une petite note sur la feuille de service avec des conseils éco. Ça peut être aussi simple que passer à côté d'un chauffeur et dire tu peux éteindre ton moteur s'il te plaît, il fait pas moins 50. Ça peut être aussi simple que de rappeler aux gens, on leur a offert des gourdes, on leur a offert des tasses à café. Ah, t'as oublié ta tasse à café. Tiens. Donc, c'est de continuer à communiquer et de le faire le plus tôt possible. On est rendu pratiquement à ne plus imprimer de scénario. C'est une habitude à faire, c'est pas facile. Moi, ça m'a pris la première saison, j'étais là, bon, j'imprimerai pas de scénario, je suis pas arrivée. Puis finalement, j'ai découvert Scriptation et je peux prendre mes notes comme je le faisais avant, mais c'est la communication en fait, c'est ça. Dès le début, sur tous les sujets. Oui, dès le début, c'est ça, c'est vraiment de communiquer les objectifs et le désir pendant la pré-prod avec tous les chefs de département et toute l'équipe, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est l'élément pour éduquer, pour embarquer l'équipe, pour motiver et mobiliser de façon continue tout le monde qui fait partie de la production. Et c'est pas quelque chose qui doit être juste fait une fois, mais qu'on doit revenir à chaque meeting, chaque rendez-vous, de poser la question, on est rendu où avec nos efforts face à X objectifs? Anaïs, est-ce que c'était comme ça? Oui, ceci dit, il y a vraiment une volonté de changement partagée, tu sais. Même dans un contexte sous pression, qui est un tournage, là, tu sais, tout le monde, c'est ça, faut que tout le monde fournisse, puis c'est quand même, on le sait, là, c'est ça qu'on aime aussi, cette adrénaline-là.
Ceci dit, ce que je sentais, c'est que la volonté a été embrassée par le reste de l'équipe rapidement parce que tout le monde est conscient qu'il faut y aller, là, que c'est le temps. Fait que tu n'as pas l'impression d'arriver avec une espèce de discours qui sort de nulle part. Là. Les gens sont game. C'est juste que c'est pas si simple. Moi, j'ai pas trouvé ça si simple que ça, mais il faut faire confiance. C'est-à-dire que nous, c'est ça, en pré-production, il faut déléguer ton désir de changement. C'est-à-dire que tu n'auras jamais un espèce de point de vue en vol d'oiseau sur les efforts de chacun. Il faut qu'à un moment donné, tu fais confiance à chaque chef de département pour prendre en charge et en cœur le changement souhaité. Puis, tu vois, nous, à cette table-là, au départ, on s'est vraiment demandé comment on allait faire. Donc, on était, je ne sais pas moi, à un mois peut-être du tournage, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais dans ces eaux-là. Les chefs de département étaient là, puis on a fait appel à des experts, en fait. Des experts en transport, des experts en tout ce qui pouvait nous aider. Et eux, ils étaient complètement dans des univers différents. Et ils venaient s'asseoir avec nous et ils nous observaient vraiment comme un microcosme fascinant parce qu'ils disaient, mon Dieu, mais on a là une micro-société en concentré. Eux autres, ils nous voyaient vraiment comme quelque chose de très intéressant à voir évoluer. Et rapidement, en fait, on a constaté que comme on n'avait pas de référence, il n'y a pas d'empreinte carbone mesurée de ce que doit être un tournage. Évidemment, ça change tout le temps. On s'est dit que peut-être que ce qui nous aiderait vraiment, c'est de travailler à justement asseoir l'effort de la déesse des mouches à feu en termes de tournage éco-responsable, documenter, que ce soit quelque part présent sur papier, puis qu'on puisse ensuite s'y référer. Donc, chaque chef de département a pris en charge, en fait, son effort. Puis c'est là que je dis qu'il faut un peu que tu délègues ton élan personnel, puis que tu fasses confiance à chaque volonté. À ce moment-là, évidemment, c'est devenu une tâche, si je peux le dire comme ça, en tout cas, un désir supplémentaire à rajouter dans la liste des désirs, autant au costume. Donc, à ce moment-là, nous, ça nous arrangeait un peu parce que c'est un film qui se passe dans les années 90. Donc, les friperies, ça marchait bien dans notre conception des costumes. Je sais qu'on s'était dit par rapport aux costumes, donc, on exclut le plus possible ce qui a été fait ailleurs qu'au Canada. Et puis, on recycle au maximum. Donc, les friperies sont devenues, l'étaient déjà pour la chef costumière, mais elles sont devenues vraiment un endroit précieux où aller chercher des costumes. Ça marchait bien pour ce film-là, tant mieux. Bon, évidemment, à la cantine, au craft, il y a des efforts considérables qui ont été faits. Ouais. Tout ce qui est très, très basique, là, au niveau du compost, du recyclage, évidemment, mais aussi de la récupération de la nourriture qui n'avait pas été mangée. Donc, tout ce qui n'était pas touché, mangé, était redistribué de connivence avec des centres de distribution vers les centres pour itinérants. Ça, pour moi, ça, je trouvais ça vraiment, vraiment beau. Puis tu vois, ça, c'est pas une initiative qui vient de moi, c'est vraiment la cantinière qui a pris ça sur ses épaules. Puis je pense que chacun, donc comme ça, au décor, ils ont fait des nouveaux liens avec les centres, les éco-centres pour pouvoir recycler des matières qui, normalement, dans les décors, ne sont pas recyclables. Mais évidemment, c'est du temps en plus parce qu'il faut qu'ils cherchent. C'est ça qui manque, la documentation, le réseautage. Ces gens-là ont passé des heures supplémentaires pour aller trouver où poser les déchets qui n'étaient pas nécessairement accueillis tous au même endroit. Mais je dirais qu'un des plus gros défis, puis un des plus bels efforts qui aurait été fait, c'est par rapport au transport. Évidemment, les scènes où il y a beaucoup de figuration, les figurants, normalement, se rendaient de façon individuelle dans leur propre transport au lieu de tournage. Quand on était en dehors de la ville, donc loin des métros, c'est beaucoup de véhicules individuels qui se rendaient à la zone définie. Là, ce qu'on s'est dit, c'est que les figurants devaient se rendre le plus loin possible en transport en commun, donc train de banlieue. Et là, on avait donc des vannes, des autobus qui venaient les chercher en groupe pour les amener au tournage. Donc, bref, chaque chef de département a vraiment pris en charge l'effort qu'il fallait faire pour qu'on se rapproche de quelque chose qui était plus éco-responsable. Puis juste pour rebondir rapidement, Sandrine, sur ce que tu disais par rapport aux tasses de café, nous, on s'est dit, on est des animaux qui s'adaptent, tu sais. Je veux dire, je trouve souvent sur les tournages, on a tendance à infantiliser et à prendre
peut-être un peu trop soin du monde. C'est parfait de prendre soin, sauf que en même temps, tu sais, si tu dis, il n'y en a pas de tasse à café, ils vont s'en trouver une, ils vont en amener, les gens, ils en veulent du café. Fait que, ultimement, c'est ça, nous, il n'y en avait pas. Fait que si tu n'avais pas ta tasse, ben, on avait mis des pots maçons, on pouvait avoir des pots maçons, ultimement, mais il y a aussi ça, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de s'inquiéter. Là. Les gens, s'ils ne peuvent pas boire d'eau parce qu'il n'y a pas de verre ou ils ne peuvent pas boire de café, ils vont s'en occuper. Là, Fait qu'il y a aussi cette idée de rendre responsable. Les gens sont parfaitement capables de s'occuper de tout ça. Oui, très bon point, au point de pouvoir s'adapter. Justement, il y a, par exemple, il y a la tasse de café, mais il y a aussi, ici, à Vancouver, il y a Vancouver Film Studios. Eux autres, ils ont décidé que dans les bureaux de production, il n'y en aurait pas de poubelle. Il n'y a pas de poubelle nulle part. Donc, tu dois composter ou recycler parce qu'il n'y a rien à jeter. Ce n'est pas possible. Si tu amènes un déchet au bureau, tu dois le ramener chez toi parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser au studio. Et la première semaine, c'était une grande adaptation, mais ça s'est fait comme ça. Et maintenant, tout d'un coup, il y a beaucoup, beaucoup moins de déchets. Et on oublie qu'on peut s'adapter, on oublie qu'il y a d'autres façons à faire, qu'il y a d'autres façons d'apporter notre lunch ou de conceptualiser nos pratiques. Je vais en revenir à Sandrine, parce qu'Anis nous a parlé de transport, de cantine, de costumes. En tout cas, c'est beaucoup d'efforts. Sandrine, sur le Bold Type, quelles ont été les approches principales éco-responsables que vous avez utilisées? Ben, en fait, ça se rejoint beaucoup. Puis, une de mes fiertés aussi, c'est le don de nourriture. C'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, en fait, qui me tenait vraiment à cœur, parce que on travaille dans un milieu où il y a beaucoup de pertes de nourriture et c'est pas forcément obligé d'être comme ça. Et il y a plein de gens qui ont besoin de nourriture. Donc, on a établi avec certains organismes et tous les soirs, on amenait que ce soit le lunch ou ce qui restait dans le craft qu'on ne pouvait plus utiliser. Donc, définitivement ça. Dans les petits gestes, on a parlé de tout ce qu'on avait fait. On a donné à l'équipe des ustensiles dans un petit pouch qu'ils pouvaient garder dans leur poche au lieu d'utiliser des couteaux fourchettes et les jeter. Ouais. Quand ils pouvaient pas s'asseoir avec le couteau fourchette du lunch. Évidemment, une des choses qu'on a fait, c'est au niveau des transports, on a remplacé tous les véhicules qu'on pouvait pour le moment remplacer par des véhicules hybrides ou électriques, dépendamment des besoins des gens et ce qu'ils pouvaient faire. Et on l'a fait à l'écran aussi. Donc, vu que c'est une série contemporaine, on pouvait se permettre, donc les taxis à New York, autant qu'on puisse les faire, sont des véhicules électriques. Et on en mettait beaucoup en arrière-plan. Et dès qu'il y avait une voiture qui était garée dans notre studio devant l'avant d'une des maisons, c'était une voiture électrique. C'est quelque chose qu'on a changé les dernières années. Et aussi de forcer, et on n'a pas besoin de forcer, c'est le mauvais mot, mais de demander aux accessoires de nous aider avec ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir qui reflète ce qu'on fait à l'arrière-plan? Ça nous a beaucoup aidé. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a, comme je disais, plutôt demandé aux gens de nous demander s'ils avaient besoin d'imprimer quelque chose. Et quand les gens doivent demander, ça réduit le besoin tout d'un coup. Tandis que si on imprime tout, les gens ramassent, et puis bon, que ça soit les scénarios, les horaires, etc. Souvent, c'est un peu, c'est pas de la paresse, mais c'est juste, ah bon, celle-là, je le prends, puis en fait, ça se perd et c'est pas utilisé. Donc, ça a beaucoup réduit. On a aussi essayé de remplacer notre éclairage par de l'éclairage LED. On n'a pas pu le faire partout, ça fonctionne pas pour tout, mais on a vraiment, notre équipe d'électro nous est arrivée avec des plans qui étaient vraiment super intéressants. Donc, une grosse économie d'électricité. C'était pas une économie en coût, mais de débit. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? C'est pas mal ça. Évidemment, on essaye aussi de recycler les matériaux qu'on peut recycler et on espère pouvoir en recycler plus dans le futur
et que d'avoir plus d'organismes, et plus il y a de demande, plus il y aura des organismes qui vont le faire. Super. Donc, Anne Sirois, qui est une de nos assistantes à la réalisation extraordinaire et qui est hyper éco-responsable, me rappelle que vu que tous les documents sont, je ne sais pas comment dire en français, watermarked, le nom de la personne est dessus. Premièrement, ça évite aux gens de perdre leurs documents, parce qu'on sait exactement qui a laissé traîner son papier. Et deuxièmement, c'est ton truc à toi, donc tu t'en es plus responsable. Donc, ça réduit un petit peu l'impact aussi. Donc, dans tout ce que vous avez mentionné jusqu'à date, est-ce qu'il y en a un que tu dirais était le plus beau succès ou qu'est-ce qui était ouais, c'est peut-être même pas ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui était le plus grand succès ou le plus beau succès pour vous? Pour nous, c'est un tout et c'est vraiment d'avoir changé la mentalité et chaque année d'avoir fait mieux. Je pense que c'est notre plus gros succès. On a eu, je suis très compétitive donc j'y peux rien. On a eu la saison 4, le Gold Seal de EMA, qui est Environmental Media Association. On a commencé avec le Silver et à la saison 4, on est arrivé à l'or, qui est, c'est-à-dire qu'on remplit au mieux, au maximum les guidelines de cette association. Donc, oui. très fière. L'autre chose, c'est qu'en saison 4, si on y va dans des chiffres concrets, on a réussi en 16 épisodes, on a utilisé seulement 341 bouteilles d'eau. Et dans une saison normale, nous aurions utilisé 96 000 bouteilles d'eau. Wow. Donc, d'en avoir utilisé 341, je pense que ça montre, c'est juste un chiffre concret. On peut voir que là-dedans, on a réussi à faire quelque chose et les années précédentes, c'était un peu plus, puis de moins en moins, puis voilà. Donc, j'en suis très fière. Avec raison. Bravo. Ouais. Anaïs, oui, ben tu vois, moi je pense qu'il y a quelque chose peut-être qui manque au Québec. Ben, il y a plus qu'une chose qui manque au Québec. On a plein de belles choses, mais je veux dire, ce genre de tape dans le dos, de reconnaissance et même d'avoir... nous, on n'a pas pu comptabiliser de cette façon-là. Puis je pense que c'est normal, c'est vraiment un premier pas, c'est documenté, mais on n'a pas de référence comptable de ce qui a été sauvé, tu sais. Puis je pense que ça encouragerait vraiment et nous à refaire l'effort et d'autres à le faire à leur tour. Fait que moi, je pense que le plus gros succès, je dirais, c'est plus d'ordre humain, en fait. C'est-à-dire que je me rappelle au départ, sur le jour 1, 2, 3 de tournage, les vieux de la vieille, là, les techniciens qui font ce métier-là d'une grande et belle façon, amoureuse, mais depuis, mon Dieu, des 30, 40 ans, là, tu sais, des vieux routiers, qui, je trouve ça compliqué, comment ça se fait qu'on facilite pas la journée, puis qu'il n'y a pas le verre de café facile, puis l'eau facile, puis le transport facile, on encourageait vraiment le covoiturage. Bref, j'avais l'impression qu'ils sentaient qu'on leur mettait un peu des bâtons dans les roues avec cette volonté-là, puis de les voir pas longtemps après, là, même pas à mi-parcours. Quand il y avait un jeune stagiaire qui arrivait, qui était pourtant de la génération normalement peut-être plus woke, plus réveillée, qui aurait eu plus envie, lui, d'être justement dans ces changements-là, se faire tout de suite établir de façon bienveillante les règles éco-responsables par le vieux routier. Donc, qui, lui, s'était complètement adapté, puis avait complètement embrassé la proposition et même en était fier. Donc, de voir cette nouvelle fierté-là pour des techniciens de 60 ans passés, qui en ont vu d'autres des plateaux, puis qui ont pris cet effort-là à bras-le-corps, puis qui se sont appropriés la fierté reliée à cet accomplissement-là, puis qui étaient en train de passer à des jeunes qui débarquaient. Ça, je me dis, OK, c'est ça. On est vraiment des bêtes malléables. On est capable de s'adapter. Il faut juste que, je ne sais pas pourquoi plus les plateaux de tournage que d'autres, mais on veut peut-être un peu trop prendre soin de certaines zones de confort parce que oui, c'est un métier qui peut être éprouvant par moment, mais je pense que on peut trouver le confort dans la fierté d'avancer aussi. Là. Puis ça en fait partie vraiment. Là. Ces efforts-là, je pense qu'ils sont ultimement, j'ai l'impression que quand on a présenté le film à la première d'équipe puis qu'à la fin du générique, c'est écrit « Ce film a été tourné de façon entièrement éco-responsable »,
C'est pas juste moi puis le producteur qui était fier, là. C'est la salle au complet. C'est tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à faire ce film-là. Puis c'est ça que je me dis, waouh, c'est tellement une fierté contemporaine qu'on devrait partager, qui devrait être saluée, récompensée et devenir facile d'accès. Je pense que le petit écueil, c'est que c'est pas si facile d'accès parce que les données sont peu présentes, en tout cas au Québec. Je sais qu'on est en train d'essayer de les ramasser. Puis c'était aussi l'objectif de l'ADS des mouches à feu, c'est qu'on puisse compiler, avoir des références, des efforts qui ont été faits dans chaque département. Puis je sais qu'on avait, nous, une brigade verte, mettons, sur le tournage. On avait des polices vertes. Donc, c'est avec la complicité de Caroline Voyer, on avait des gens qui étaient sur le plateau, pas tous les jours, mais quand même assez souvent, et qui observaient les faits et gestes, le fonctionnement du plateau, qui prenaient les photos les plus plates du tournage. Je pense que c'est les photos de notre bac à compost, mais il y en existe. Pour noter aussi les essais-erreurs, tu sais, c'est quoi qui a moins bien été, puis où est-ce qu'il y avait encore un travail de communication à faire, où est-ce qu'on se trompait, puis qu'est-ce qu'on pouvait encore améliorer. Donc, tout ça est documenté, ce qui est ultra précieux, tu sais. C'est très précieux. C'est bien de noter justement que c'est un cheminement. Hein. Personne ne cherche la perfection dès le départ. On cherche juste à s'améliorer. Et comme Sandrine l'a dit, après 4 saisons, on continue à apprendre et à trouver de nouvelles solutions et à améliorer. Et je suis curieux aussi de voir si Sandrine, après 4 saisons, est-ce que Anaïs nous avait parlé de certaines réticences des vieux de la vieille. Est-ce que ça se produit encore après 4 saisons? Est-ce qu'il y a des réticences ou que c'est vraiment on est embarqué et on est dans le même bateau et on rame de la même façon? On rame pas de la même façon. Je pense que les gens s'adaptent, c'est vrai. Par contre, un plateau, c'est un miroir de la société. Hein. C'est plein de gens partout qu'on fout ensemble, puis on dit pendant 14 heures, vous allez bosser non-stop. Donc, clairement, la majorité des gens sont pour. Et c'est ça le message final, c'est que la majorité des gens, mais il y a toujours quelqu'un qui résiste, et moi, pourquoi je dois faire ça, puis c'est plus trop difficile pour moi, etc. Après, comme on disait tout à l'heure, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter, et généralement, on y arrive. Et puis, on voit bien que ça fonctionne quand même, et qu'on peut toujours être go, 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 comme on est en série américaine, et faire un peu attention à notre environnement, avec des simples gestes. Et je pense qu'il y a l'effet de peer pressure qui amène les gens à s'entraider puis à adapter des bonnes habitudes. Mais de dire que 100% des gens sont toujours pour, pas forcément. Il y a du travail à faire, il y a de la communication à faire, il faut le faire, c'est important, mais c'est comme toutes les issues sociales. Il faut avoir des conversations et faire comprendre aux gens pourquoi c'est important. Je pense, personnellement. Et donc, quel est le plus grand défi ou le plus gros défi dans votre démarche d'éco-responsabilité sur le Bold Type? Est-ce qu'il y en a que vous n'avez pas encore ou est-ce qu'il y en a que vous avez surmonté ou qui restent à surmonter? On a plein de choses qu'on n'a pas surmontées. Plein de choses qu'on n'a pas surmontées. On utilise trop de bois, on a trop de véhicules. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut faire mieux. Parfois, on s'oublie, on va tellement vite, série télé, on est en train de prépper, on est en train de tourner tout en même temps, on en rate quelques-unes, mais je pense qu'à partir du moment où on garde the eye on the prize, puis on regarde tous dans la même direction, on peut tout améliorer, que ce soit sur The Bold Type ou un autre show, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai l'intention de continuer sur mes autres projets. Mais on peut toujours s'améliorer. Je veux dire, et cette conversation est très intéressante parce que là, j'ai entendu des idées d'Anaïs. Je suis comme, ah ouais, voilà, super. J'avais pas pensé à ça. Pareil. Et c'est ça, je les ai notés. Et des trucs hyper simples, mais c'est juste, des fois, on va tellement vite que on pense pas à certaines choses. Ce serait fantastique d'avoir un consultant comme toi, Andrew, qui est là pour nous, voilà. Et puis, c'est fantastique pour nous aussi d'avoir le studio qui a 50 autres projets qui ont leurs propres idées, qui leur amènent des trucs. Donc, c'est intéressant. Ce que je trouve qui manque à Montréal, c'est justement un guide de ressources éco-responsables. Je sais que à force d'embêter les compagnies de location de voitures, tout d'un coup, ils ont plus d'hybrides dans leur voiture.
ça serait bien de savoir quelles sont les compagnies qui, nous on le sait, mais pourquoi moi je le sais et quelqu'un d'autre doit faire la recherche? Ça devrait être, on devrait avoir un petit document sous la main, un petit site web, un document, voilà, pas imprimé, sous la main, qui nous dit où on peut aller chercher du bois recyclé. Bon, ça on le sait à peu près, mais comment faire au mieux? Quels sont les organismes qui acceptent la nourriture? Parce qu'il y en a qui l'acceptent pas. Et ça nous a pris 3 semaines avant de trouver un endroit qui nous faisait confiance, auquel on pouvait donner, auquel le studio était confortable à donner la nourriture. Donc, je pense que c'est ça le plus gros challenge, c'est que des fois, on a l'impression de recommencer à zéro à chaque fois, mais en fait, l'information est là, quelque part. Voilà. Oui. Je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu viens de dire. En fait, j'aurais dit exactement la même chose. C'est que je pense que ça prendrait effectivement un guide où est-ce que par département, on a des pistes de solutions dans lesquelles on peut aller piger. Puis on a nommé beaucoup des efforts qui ont été faits, mais je veux dire, une grosse part de cet effort-là, c'est dans la recherche de solutions. Alors que si on est toujours obligé chacun de refaire cette recherche-là à chaque fois, c'est sûr qu'il y a une perte de temps et donc de volonté. Alors que si la recherche a déjà été faite, puis bon, tu as des pistes de solutions sur où aller recycler telle partie de ton décor parce qu'il y a tel endroit qui va prendre seulement telle matière, mais un autre endroit va prendre la peinture, mais l'autre endroit va prendre, tu sais, le bois, justement. Fait que c'est beaucoup de temps. Puis évidemment, nous, l'équipe a dû engager des gens en plus dans chaque département. Puis je parlais aux producteurs hier pour savoir si on avait évalué parce que nous, ça nous a coûté plus cher de tourner de façon éco-responsable. Puis, tu sais, je pense que c'est parfaitement évitable. Je pense qu'on aurait dû économiser. Sauf que, comme on en est à nos premières armes, comme ça nous a pris tout le temps, donc du temps rémunéré de recherche dans chaque département, évidemment que ça coûte plus d'argent. Donc, non seulement ça ne devrait pas, mais en plus, cet effort-là devrait quelque part être récompensé. Là, nous, on est récompensés parce qu'on est fiers, mais je veux dire, il n'y a pas de reconnaissance comme il peut y en avoir en architecture, par exemple, où il y a justement des prix. Ben, ça a l'air d'exister. En tout cas, au Québec, ça n'existe pas, mais je pense que ça mériterait d'être souligné. L'effort devrait être souligné, puis peut-être récompensé d'une façon ou d'une autre, mais c'est sûr que ça ferait que je pense qu'il y en a d'autres qui seraient encouragés à le faire à leur tour, là. Oui, je pense que ça encouragerait ceux qui sont plus réticents, qui ont moins de moyens, il y a plein de raisons. Il y a des gens pour qui c'est peut-être moins important, mais si un membre de l'équipe arrive et dit regarde ce qu'on peut faire, ça ne te coûtera pas forcément plus. C'est sûr que pour un producteur, c'est encourageant. C'est sûr. Ouais. Et c'est bon, c'est justement l'aspect recherche et d'aller trouver des solutions qui en partie représentent des coûts pour les gens. Et c'est bon, pour ça que c'est bon de le faire pendant la pré-prod et pas pendant la prod. Justement, quand on a le fusée au tympan, on n'a pas le temps de faire de recherche et donc on vit avec les décisions qu'on a prises. Et c'est peut-être un peu le rôle que, entre autres, GreenSpark peut jouer parce que nous, en moyenne, les productions sur lesquelles on travaille, on réussit, quoi qu'ils nous embauchent, on réussit à leur économiser en moyenne entre 70 et 80 000 $ par production. Avec la dernière série de The X-Files, on a économisé 150 000 $ pour cette année-là. Et en partie parce que nous, on fait la recherche, on sait où aller chercher les solutions pour eux et on fait les liens en partie. Donc, mais il y a aussi une question d'investir. On a souvent l'idée que l'éco-responsabilité, ça coûte plus cher. Ça peut coûter plus cher au début, mais on continue à accumuler des gains au fur et à mesure que la production évolue. Et vers la fin de la production, on revient que ça a été moins cher. Donc, ce n'est pas une question nécessairement de dépenser plus, c'est de dépenser différemment pour pouvoir, donc, par exemple, plutôt que d'utiliser un générateur qui consomme du diesel, on prend une batterie qui sont disponibles maintenant. Et donc, la location de la batterie, c'est moins en transport. Il n'y a pas de consommation de diesel. Ça crée un environnement plus agréable pour le plateau, pour la communauté. Et au fur et à mesure de la production, on réussit à économiser malgré le fait qu'on utilise une nouvelle technologie. Mais ça c'est un genre de choses parce que le réseautage, il est
il manque en ce moment et on va continuer à faire des efforts à cet égard. Parce que c'est justement le rôle des fournisseurs. Je parlais de délégation plutôt envers l'équipe, mais aussi un rôle qu'on pourrait déléguer potentiellement vers nos fournisseurs. Savez-vous où on peut trouver ça? Est-ce que vous pouvez faire la recherche pour moi pour trouver telle solution, tel produit, tel service? Ils sont nos fournisseurs, ils veulent trouver une solution pour nous. Donc, souvent, si on peut les déléguer, leur déléguer cette tâche-là, ils vont trouver les solutions pour nous. Mais reste à voir encore la prochaine production qui va venir, comment trouver que cette solution existe. C'est qu'il faut qu'on enlève l'idée que c'est un caprice. Moi, c'est ça qui m'a... Je pense qu'on est en train de changer ça, mais il faut... à chaque fois que j'avais à nommer ce désir-là, je me heurtais quand même à l'impression que pour certains, ça pouvait avoir l'air d'un caprice, alors que c'est plus un caprice, c'est une nécessité, c'est une urgence, ça devrait juste être normal d'exiger ça sur un plateau. Puis je pousse un peu la réflexion plus loin, c'est-à-dire post-prod, tu sais, ou même la vie après le film. Donc là, la tournée en festival. Nous, on est allé à Berlin avec La déesse des mouches à feu. C'est un film où il y avait une grande cohésion, beaucoup d'amour sur le tournage. Beaucoup de monde, donc, qui voulait accompagner le film. Là, on était heurtés à nos convictions, évidemment. On va envoyer tout ce monde-là en avion, c'est problématique. Donc, on s'est dit, bon, on va payer nos points carbone, au moins, tu sais. Sauf que là, les voyages qui sont payés, pour accompagner les voyageurs dans les festivals, ils sont en partie payés par les institutions. Puis, on a fait la demande à savoir si c'est pas très cher les points carbone pour un voyage Montréal-Berlin. Si on pouvait inclure dans la subvention de voyage de la SODEC, le petit 200 $, mettons, de points carbone. Ça, c'est une autre discussion à avoir, là, c'est-à-dire que, évidemment, non, les portes sont fermées. Mais tout ça devrait faire partie d'une réflexion globale, tu sais. Un réalisateur qui accompagne son film autour du monde, après, dans certains festivals, s'il voyage, il faut d'abord, je pense, il faut réfléchir à ces voyages-là. Est-ce qu'ils sont vraiment tous nécessaires? Moi, c'est clair que j'en fais vraiment moins. Puis, en ce moment, évidemment, la donne change. Donc, j'ai fait plein de festivals de façon virtuelle. C'est quand même un deuil, là. C'est pas la même façon de rencontrer ton public, ni de savoir exactement comment le film se dépose en eux. Mais quand même, je pense qu'il y aurait une réflexion à avoir là-dedans. Mettons que tu fais moins de festivals, puis que tu fais un échange public de façon virtuelle, ce que tu fais, est-ce que les institutions peuvent aider à compenser de façon éco-responsable ce déplacement-là? Tu sais, que ce soit inclus, mais pas juste sur le poids de la production. Tu sais. Oui, je suis d'accord. Sandrine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ou... Non. Non? Je vais retourner peut-être aux questions, parce que je vois qu'il y a plusieurs questions et qu'il y en a une justement qui traite sur la COVID. Si ça ne risque pas de créer un recul au niveau de l'éco-responsabilité des plateaux. Donc, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Quelle démarche éco-responsable est-ce qu'on peut potentiellement accélérer à cause de la pandémie et lesquelles sont plus difficiles à mettre en œuvre? Je pense que quelque part, il va y avoir une nouvelle appréciation du local. Parce que c'est plus compliqué de voyager. Je parle en tout cas de mon expérience travaillant sur des productions américaines où on vole tout le monde partout, tout le temps, de partout. J'imagine que vu que c'est un petit peu compliqué, ça va forcer plus de local, que ce soit dans les équipes, que ce soit chez les comédiens, etc. Que ça soit ce qu'on achète. Nous sommes parfois coupables d'aller acheter des choses à Los Angeles, à New York et de les amener. On va peut-être les gens vont devoir regarder ce qu'il y a autour. Donc, je pense que ça, c'est un plus. Si on essaie de regarder un plus, hein, je ferais bien sans la pandémie. Dans l'échange, on a beaucoup réduit, en général, sur les productions, l'échange de papier, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'échange de papier qui peut être fait. Et je pense que ça va faire réfléchir les studios, etc., comment on peut faire ça électroniquement. Donc, comment on n'a pas forcément besoin de tout réimprimer. Je sais, je me répète, mais c'est un truc qui est important. Je pense que ça va cibler aussi, je pense qu'on en parlait l'autre jour, sur la nourriture. Oui. De manger quoi, c'est ça que tu as. C'est pas
un buffet à plus finir et parce que c'est là, je le prends, puis en fait, j'en voulais pas, je le laisse. Et j'en suis coupable aussi, mais je réfléchis. Alors, mon choix, c'est ça, ça, ça. Je choisis ça, c'est posé devant moi, je le mange parce que j'ai dû y penser, puis bon. Dans le positif, c'est ça. Puis dans le négatif, ben il y a toutes les choses qu'on peut imaginer. Est-ce qu'on va utiliser, est-ce qu'on va pouvoir réutiliser certaines choses? Et ça, j'ai pas les réponses, donc je sais pas. Ouais. Anaïs, est-ce que tu as j'ai peu de réponses, moi, parce que j'ai pas de comparatif. J'ai tourné La déesse des mouches à feu avant la pandémie, puis là, je suis en préparation pour un autre long métrage pendant la pandémie, donc au printemps. Puis ce que je sens maintenant, c'est qu'évidemment, l'urgence de réflexion qui aurait pu être mise sur tourner de façon éco-responsable est mise sur tourner en temps de pandémie. Fait que ça, déjà, moi, pas que ça me freine, mais ça m'inquiète un peu par rapport à ce qu'on va être en mesure d'appliquer pour vrai. Je sens déjà qu'il va y avoir tellement de contraintes. Est-ce que d'avoir un désir de tourner éco-responsable, ça va juste rajouter une couche de contraintes, ce que je ne voudrais pas? Tu sais, évidemment, l'élan, il n'est pas là. Il n'est pas d'en freiner, mais plutôt comme d'en dire, OK, on participe à un monde meilleur. Mais là, j'avoue que c'est sûr que, en tout cas, personnellement, d'arriver avec cette proposition-là, je le fais de façon plus prudente parce que je sais que les gens en ce moment sont déjà un peu très, très inquiets de la façon dont on peut préserver la qualité d'une histoire dans le contexte. Tu sais, préserver sa charge, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est... Tu sais, il y a énormément de contraintes. Fait que j'entends les points positifs de Sandrine. Je pense que c'est vrai, très vrai par rapport à la nourriture, puis par rapport au local. Nous, on devait tourner aux États-Unis. Déjà, on va tourner ailleurs au Canada. Je pense que c'est correct. Je ne pense pas que ça nuit au tournage. Donc, je pense qu'en termes de voyagement, déjà, il y a quelque chose de positif là-dedans. Puis, ultimement, tu sais, je pense que humainement, il y a quelque chose de beau qui se passe par rapport à renouveler le désir qu'on a de faire ce métier-là. Je pense que le fait d'être, en tout cas ici à Montréal, privé des salles depuis un moment, puis on ne sait pas pour combien de temps, on ne peut pas aller voir de films en salle, je sens que ça crée un manque qui est douloureux, mais qui fait aussi se rappeler d'à quel point c'est bon, c'est nécessaire et salvateur de vivre des films en salle. Fait que avec cette vision-là, je veux dire, c'est comme si ça réitère la nécessité de pratiquer ce métier-là, de faire des films, des séries, de raconter des histoires. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Quand même, si on le regarde un peu plus loin, là, de façon moins pratico-pratique, il y a quelque chose de beau parce que ça, moi, en tout cas, ça me rappelle, puis pourtant, je l'ai questionné il n'y a pas si longtemps, mais ça me rappelle la nécessité de faire ce métier-là, encore plus dans une période comme celle-là. D'être ensemble pour le raconter sur un plateau de tournage, c'est quelque chose de très émouvant, de pouvoir fabriquer des histoires ensemble de cette façon-là. C'est comme si pour moi, ça me rappelle à quel point c'est utile et nécessaire. Oui, et je pense que c'est nous, on était inquiets aussi au début de la pandémie, voir à quel point est-ce que l'éco-responsabilité allait prendre du recul. Et lorsque les plateaux sont mis à tourner ici à Vancouver et à Toronto et à New York, sur lesquels on travaille, on a vu que il y avait certains compromis qui devaient se produire, mais que les gens, l'équipe, les producteurs et les réalisateurs semblaient encore vouloir faire le possible dans le contexte de la pandémie. C'était pas un oubli. On avait vraiment peur que ce soit un oubli. Donc, oui, il y a des compromis, mais comme Sandrine l'a dit, le papier, le moins de transport de gaz à effet de serre, moins de gaspillage avec la nourriture, ça, c'est des positifs. Il y a plus de déchets à cause des choses en plastique qui sont utilisées une fois, mais avec la transition avec le gouvernement qui annonce qu'on ne pourra plus utiliser certains plastiques non réutilisables, ça c'est... Alors, pourquoi attendre à la fin
Pourquoi attendre un an avant que la loi soit en place? Pourquoi pas trouver des solutions maintenant? Et aussi avec des choses comme on doit utiliser des masques et des choses en ce moment, mais il y a des fournisseurs qui offrent des masques biodégradables. Alors, est-ce qu'on peut trouver ces fournisseurs-là pendant qu'on est obligé d'utiliser cette chose-là? Mais aussi, je veux en revenir à la planification. Si on planifie plus pour la pandémie, on réfléchit à comment adapter nos pratiques. Alors, prenons ce temps-là en même temps de comment est-ce qu'on adapte les co-responsabilités en même temps. Le fait qu'on a l'occasion de planifier différemment qu'on faisait l'année dernière, ça ouvre une porte qui n'était pas là parce que justement, l'année dernière, pourquoi penser à moi que c'était de notre motivé personnellement comme vous, Anaïs? Maintenant, c'est comme tout le monde est obligé d'y réfléchir. Alors, pourquoi pas utiliser cette lentille, cette opportunité pour visiter de nouvelles approches. Je vais revenir à quelques autres questions. Valérie nous demande quel outil est-ce que vous utilisez pour imprimer les scénarios? Est-ce qu'on fonctionne avec des tablettes sur le plateau? Oui, et les gens qui ont vraiment besoin de consulter les scénarios, la plupart maintenant ont des tablettes sur leur ordinateur. Certaines personnes le font sur leur téléphone. Je ne sais pas comment ils font, mais ils le font. Mais ils sont plus jeunes que moi. Et c'est surtout ça. On a trouvé que, pour pas leur faire de pub, mais moi j'ai trouvé que le programme Scriptation est super pratique. On peut prendre des notes et les notes se sauvent d'une version de scénario à l'autre. Donc, le problème que moi j'avais, c'est qu'avant je prenais des notes sur un PDF et il fallait que je les retranscrive ou que je fasse un copy-paste et je passe ce temps-là. Et là, on peut juste transférer les notes d'un endroit à l'autre. Il y a des gens qui lisent le scénario une fois, ils connaissent l'histoire, ils n'ont pas besoin de retravailler le scénario. Il y a des gens qui ont besoin de l'avoir tout le temps devant eux pour consulter. Donc, c'est un peu ça. C'est si tu as juste besoin de le lire une fois pour savoir sur quoi tu travailles, ben, tu n'as pas forcément besoin de l'imprimer. Et ça aide beaucoup. Il y a aussi les signs. Comment dire en français? Oui, merci. C'est les réductions, oui. Les réductions, merci. Qu'on essaie de plus imprimer du tout. Il y a quelques personnes qui les demandent encore, mais on est passé d'en imprimer 25 par jour à 3, disons. Donc, c'est vraiment ça aide beaucoup. Donc, oui, tablette, ordinateur, téléphone intelligent. Oui. Et puis, Charles demande aussi, est-ce que, comme pour le théâtre, est-ce que c'est possible d'envisager la réutilisation de certains décors? Est-ce que c'est possible d'envisager? Absolument. Ce serait vraiment fantastique d'avoir un super système en place à Montréal pour pouvoir partager les décors et les réutiliser. On semble pour le moment aller vers l'arrière et perdre tous nos fournisseurs qui garderaient ce genre de choses. Bon, sur une série, on réutilise les décors parce qu'on y retourne et on les amortit sur la série. Ça nous arrive parfois, et là je parle pas de Bold Type spécifiquement, de vendre un décor ou de donner, dépendamment de où on est rendu, à une autre production qui en a besoin. Parfois les panneaux sont réutilisables, si pas tout le décor au complet. Évidemment, il y a les ventes des décors, donc on vend les tables, les tapis, les verres, tout ça. Et généralement, c'est d'autres productions qui viennent et qui les rachètent pour pouvoir les réutiliser. Donc voilà, mais ce serait vraiment chouette d'avoir un fournisseur qui a, comme ils ont à Los Angeles, des décors déjà en place, ou à New York. Je ne sais pas si vous avez ça à Vancouver. À Vancouver, oui. C'est ça. Avec des sets qui reviennent souvent. C'est-à-dire que ce soit à l'intérieur d'un avion ou que ce soit salle de bain, enfin quelque chose qui pourrait être réutilisé et transformé un petit peu pour chaque production. Et bon, il nous reste juste quelques minutes et je voudrais peut-être poser une dernière question à vous deux. Ce serait, à votre avis, quels sont les gestes les plus importants à poser pour réduire notre impact en tant qu'industrie? On a parlé peut-être un peu plus tôt de l'aspect de la publicisation. Il y a l'Environmental Media Association qui publie le Gold Seal.
mais à moins d'être quelqu'un qui est intéressé et qui va chercher cette information-là, c'est pas très bien connu. Donc, au niveau de la publicisation des efforts ou de ce qu'on a accompli, ça c'est potentiellement un aspect que l'industrie pourrait explorer ou qui pourrait utiliser davantage pour motiver le reste de l'industrie? Bien, on en a un peu parlé précédemment, mais moi, je pense que, bien, d'abord, il y a un intérêt global. Moi, à chaque fois que j'ai fait des entrevues sur la déesse des mouches à feu, à la sortie, tous les journalistes m'ont fait parler du tournage éco-responsable. Donc, ça intéresse les gens, c'est médiatisé. Les gens qui vont voir le film savent aussi qu'ils vont voir un film éco-responsable. Donc, il y a de la place dans la conversation publique pour ça. Je pense qu'après ça, c'est une question d'accessibilité de l'information. Donc, faudrait que ce soit hyper simple. La déesse des mouches à feu, par exemple, a tourné éco-responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'on sache où avoir accès à l'information qui ouvrirait sur d'autres informations, comme on se disait tantôt. Une Bible avec des pistes de recherche et de fournisseurs dans chaque département. Moi, je pense que c'est vraiment le premier pas vers quelque chose de très, très concret parce que la volonté est là. Les gens le veulent, le changement. Il suffit de leur simplifier la vie pour qu'ils y aient accès à comment faire. Puis ça, c'est sûr que ça ferait un énorme pas vers quelque chose de beau, là. C'est ça, je pense que ma réponse rejoint celle d'Anaïs. C'est vraiment de changer les mentalités et de donner accès aux gens, que ça fasse pas peur, que ça soit pas bah non, si on fait ça, ça va nous coûter des millions de dollars, ça va ci, ça va ça. Donc je pense que de continuer à avoir les conversations et d'éventuellement avoir accès à un point central où on peut retrouver les informations pour les gens comme nous qui sont motivés, mais aussi pour les gens qui sont plus réticents. C'est ça qui va aider. Mais je pense aussi, comme disait Anaïs, les gens sont intéressés. C'est un sujet qui fascine. On commence à avoir des héros de l'éco-responsabilité, des figures mondiales dont les gens parlent, et c'est pas quelqu'un qui habite juste à la campagne et qui traite sa vache et qui non, mais c'est vrai, ça fait partie de la vie de tout le monde. Et puis après, il y a le parapluie de ce que tout le monde fait. Il y a des gens qui continuent à voyager, mais qui font autre chose dans leur vie. Il y a des gens qui voyagent plus. Enfin, il faut surtout pas shame people. Il faut pas les faire sentir mal par rapport à leurs gestes. Il faut les faire sentir bien par rapport au changement. Et je pense que c'est ça le message important. Mais la plupart des gens sont vraiment prêts à ça. Oui. Bien, je vous remercie énormément de ce que vous avez partagé avec nous et de votre expertise. Et je suis sûr que les participants, et je remercie aussi les participants d'avoir pris du temps de votre journée pour venir nous écouter et d'apprendre davantage à ce sujet. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite énormément de succès dans vos démarches, dans les productions à suivre. Et j'invite Valérie à venir mettre. Donc, oui, merci beaucoup, Andrew, pour avoir accepté d'être le modérateur de notre conférence d'aujourd'hui. Merci encore, Sandrine, Anaïs. Vous nous avez porté vraiment des bonnes pistes de réflexion. Et puis, on remarque que le tournage éco-responsable, c'est un effort collectif, mais qui provient d'une conviction profonde. Puis, pour offrir un avenir meilleur, hein, puis aussi que chaque geste petit, grand, compte. Donc, aussi, pour continuer la discussion ou si vous voulez savoir un peu plus de notre actualité aussi du BCTQ sur le sujet de l'éco-responsabilité, je vous invite à vous joindre au groupe Facebook qu'on a créé là, sur les tournages éco-responsables. Le lien a été mis dans le chat à droite. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, je remercie aussi le CQAR pour nous avoir permis d'avoir cette plateforme aujourd'hui dans le cadre des Viva 2020. Et merci à tous les participants. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir.